Bonjour, je vais donc vous parler de mon livre, L'humanitaire à l'épreuve de l'impérialisme, dont l'idée m'est venue relativement peu de temps après l'écriture d'un premier livre dans lequel j'analysais le rapport de l'humanitaire au néolibéralisme. Donc ici, je me suis penché sur la relation entre l'impérialisme et le néolibéralisme, une relation pas forcément évidente à appréhender a priori, puisque d'un côté, nous avons l'impérialisme qui prend d'abord les allures de la spontanéité avant de se donner un tant soit peu de substance théorique, et de l'autre côté, nous avons le néolibéralisme qui apparaît comme une évolution plutôt récente du capitalisme, alors sûrement jugé indispensable du point de vue du capitalisme lui-même, mais qui a d'abord été voulu et pensé en termes doctrinaux. Je suis reparti d'une définition relativement simple de l'impérialisme, à savoir la tendance d'un État à mettre d'autres États sous sa dépendance politique, économique et culturelle. Et cette définition relativement simple renvoie d'une certaine manière à l'aptitude du néolibéralisme à imposer la logique du capitalisme à tous les niveaux de la société. Si bien on voit qu'il y a un petit peu plus qu'une simple connexion entre l'impérialisme et le néolibéralisme. Donc c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur l'impérialisme. On pense notamment à des auteurs comme Lénine et Rosa Luxembourg. Les deux auteurs se rejoignent sur l'une des principales conséquences de l'impérialisme, à savoir la division du monde entre peuples opprimés et peuples oppresseurs, mais il y a également des différences de point de vue entre les deux. Lénine accorde le primat sur la concentration de la production, la constitution de monopole et d'un capital financier, là où Rosa Luxembourg met surtout l'accent sur l'accumulation du capital, sur la nécessité de réaliser la plus-value pour pouvoir accumuler ce capital et surtout sur le besoin de produire toujours plus de marchandises et de les écouler pour pouvoir ensuite réaliser la plus-value. Et on le devine, Rosa Luxembourg en quelque sorte anticipe les problèmes récurrents de surproduction. Quoi qu'il en soit, et indépendamment des divergences de point de vue entre Lénine et Rosa Luxembourg, l'impérialisme est surtout à voir comme une tendance inhérente au développement du capitalisme. Il n'est pas une politique en soi, même s'il peut déboucher sur des choix aux conséquences très politiques. Ce qui est intéressant pour comprendre un petit peu la mécanique impérialiste aujourd'hui encore, c'est de repartir de la dialectique centre-périphérie que l'économiste égyptien Samir Amin avait utilisée à son époque. En fait, un pays du centre capitaliste devient impérialiste dès lors qu'il capte par la dépossession ou la rente une partie des richesses produites dans un pays de la périphérie. L'impérialisme, il a bien sûr évolué au fil de l'histoire, il a pu prendre différentes formes. Donc colonisation et guerre de conquête sont deux de ces formes historiques. Il présente aussi un certain nombre de constantes, absolues ou relatives, l'accaparement des ressources, la recherche de nouvelles sources d'accumulation primitive, l'intégration partielle ou complète des formations précapitalistes dans l'économie capitaliste, l'exportation de capitaux et enfin la défense et l'expansion des sphères d'intérêt et des sphères d'influence. Aujourd'hui, l'impérialisme au XXIe siècle prend une forme encore différente. Deux de ses principales caractéristiques, comme a pu les analyser l'économiste britannique John Smith, étant le déplacement global de la production vers les pays à bas salaire et la surexploitation des travailleurs des pays du Sud. Et en fait, pour John Smith, la mondialisation néolibérale n'est ni plus ni moins qu'une nouvelle étape dans la tendance du capitalisme à l'impérialisme. Alors il me semble intéressant de revenir sur ce déplacement global de la production vers les pays à bas salaire, qui trouve son origine dans la crise de surproduction des années 1970 et à l'époque, parallèlement à l'endettement, ce déplacement global de la production vers les pays à bas salaire a été vu comme un moyen de maintenir ou de restaurer des taux de profit suffisamment élevés. Et c'est en cela que l'analyse
de Rosa Luxembourg nous semble tout à fait pertinente aujourd'hui pour bien cerner ce qu'est devenu l'impérialisme. Alors comment s'est passée cette externalisation de la production? Quels ont été ses effets, ses conséquences? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle n'a pas permis de résoudre le problème, puisque la production a somme toute continué d'augmenter. La demande est globalement restée insuffisante. Des tensions commerciales ont pu apparaître entre plusieurs pays. Un effet important, et c'était l'un des principaux objectifs recherchés, a été de maintenir les taux d'inflation et les taux d'intérêt à des niveaux relativement bas dans les pays du Nord. Et cette externalisation a également en parallèle encouragé la spéculation financière et une accentuation de la financiarisation de l'économie. Alors mis bout à bout, tous ces éléments ont entraîné une très forte augmentation de la dette et ont débouché sur la création d'une immense bulle de crédit qui a fini par exploser en 2007 et qui a été suivie du lot de réponses que l'on connaît, les réponses tout aussi classiques qu'elles sont inadaptées. Donc il y a eu les plans de relance keynésiennes, l'injection d'argent dans les systèmes bancaires, et puis tout ça a été assez vite remplacé par des mesures d'austérité, parce qu'il fallait empêcher que les taux d'intérêt remontent trop rapidement pour limiter le poids de la dette. Malgré tout, on a des pays qui ont de plus en plus de mal à s'endetter, qui ont de plus en plus de mal à recourir au déficit budgétaire pour soutenir la demande, alors que globalement, le monde reste dans une situation de surproduction. Je pense que c'est important d'apporter ces précisions parce qu'on devine qu'au moment de la prochaine crise, les solutions classiques seront largement insuffisantes et que le système devra sûrement trouver d'autres réponses pour assurer sa survie, ce qu'il a déjà commencé à faire. Tout ça fait dire à John Smith, je cite, que la crise de 2007 est ce moment déclencheur qui a marqué la fin de la transition d'un ordre mondial d'après-guerre à un ordre mondial d'avant-guerre. Donc en parlant de la guerre, cela m'amène aux conséquences de l'impérialisme et m'amène aussi à parler, ou en tout cas à voir comment ces conséquences entrent en résonance avec la réponse humanitaire. C'est vrai que la guerre est souvent associée à l'impérialisme, même si elle n'en est pas forcément la composante la plus importante. Elle est surtout un symptôme, et un symptôme relativement tardif de l'impérialisme. Il n'en reste pas moins que la guerre, ou ne serait-ce que sa perspective, constitue avec la déflation et la fuite en avant technologiste l'une des principales planches de salut du capitalisme. Donc la crise de 2007 a créé des tensions commerciales, des guerres commerciales, qui sont peut-être le prélude à la guerre tout court, et on voit un petit peu l'évolution de ces derniers mois. Il est intéressant d'ailleurs de voir comment ont pu évoluer les dépenses militaires depuis la fin de la guerre froide, avec une diminution assez importante à la fin de la guerre froide, jusqu'au milieu des années 2000, et puis elles ont trouvé un point d'inflexion autour de 2007-2008, ce qui correspond à la crise financière, et ensuite elles ont progressivement remonté, et même rapidement remonté pour retrouver aujourd'hui leur niveau de la guerre froide. Ces tensions commerciales, ces guerres commerciales, elles peuvent déboucher sur des guerres dont les enjeux en période de crise sont bien pour les puissances impérialistes la distribution ou la redistribution des sphères d'intérêt économique et des sphères d'influence. Et la guerre russo-ukrainienne en cours entre bien dans cette catégorie. On a deux blocs impérialistes qui se font face par l'intermédiaire du proxy ukrainien pour se distribuer ou se redistribuer les sphères d'intérêt économique. Au-delà de la question de la distribution ou de la redistribution des sphères d'intérêt économique, la guerre, ou une fois encore ne serait-ce que sa perspective, nécessite bien évidemment de relancer la production d'armements et d'équipements militaires, et la réorientation de tout ou partie de l'économie vers la production d'armements ou d'équipements militaires est un bon moyen de réaliser la plus-value et d'absorber les surplus de la surproduction.
Autrement dit, la production d'équipements militaires devient un champ d'accumulation comme un autre, et en plus un champ d'accumulation qui présente certains avantages pour le système. Tout d'abord, la production d'équipements militaires se fait au détriment de la production de biens de consommation, ce qui, au passage, et comme l'avait analysé Rosa Luxembourg à l'époque, est un moyen détourné d'augmenter le taux d'exploitation de la force de travail. Moyennant une opinion publique favorable, cette production d'équipements militaires peut être facilement soutenue par la commande publique, financée par l'impôt ou par l'emprunt. Ces équipements militaires ont également le gros avantage d'avoir une valeur d'usage immédiate. Et s'ils ne sont pas utilisés immédiatement, ils peuvent être renouvelés plus tard, ou on peut leur trouver d'autres usages dans le dispositif capitaliste, surarmement de la police, militarisation des frontières, généralisation des systèmes de surveillance ou industrialisme carcéral, pour ne citer que ces exemples. Donc une fois encore, on le voit bien, la guerre permet l'absorption des surplus de production, et en quelque sorte, elle permet de remettre à zéro ou quasiment à zéro les compteurs de l'accumulation capitaliste. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, il se trouve des organisations humanitaires qui alimentent cette tendance du système capitaliste à recourir à la course aux armements en période de crise. En 2017, il se trouve que la banque suisse Lombard-Odier, qui d'après le groupe pour une Suisse sans armée aurait investi des sommes d'argent très importantes dans des armes proscrites internationalement, avait coparrainé la toute première obligation à impact humanitaire qui avait alors été créée par le Comité international de la Croix-Rouge et qui visait à financer des centres de réadaptation physique dans plusieurs pays africains en proie à la guerre. Donc là, on peut noter un certain cynisme de la part de certaines organisations humanitaires et également du cynisme dans certains mécanismes de financement. Mais au-delà de la question des financements, il arrive aussi que des ONG humanitaires appellent tout bonnement à la guerre, comme cela a pu s'observer au cours des dernières années. On a pu voir l'ONG Oxfam appelant l'Union européenne à intervenir au Tchad, les ONG CARE, Concern et Islamic Relief appelant l'Union africaine à intervenir au Darfour, et le Secours catholique appelant la France à intervenir en République démocratique du Congo. Donc on le voit sur la base de ces quelques exemples, la guerre n'est même pas une question pour les ONG humanitaires. Elle ne semble pas être un problème en soi pour les ONG humanitaires, si tant est qu'un certain nombre de règles y soient respectées. Bon, ça dénote malgré tout un rapport particulier à la guerre, rapport à la guerre qui est à mettre en lien avec le droit international humanitaire, avec le sacro-saint principe de neutralité, et à mettre en lien aussi sûrement avec des trajectoires intellectuelles davantage influencées par l'héritage de Grotius que par celui d'Emmanuel Kant. À moins que ce rapport particulier des ONG humanitaires à la guerre ne soit finalement le révélateur de leur incapacité à saisir le rôle déterminant de la guerre dans le maintien du dispositif capitaliste. Alors, avec la guerre, les migrations sont un autre terrain d'action important des ONG humanitaires, dont elles ne perçoivent pas toujours l'origine impérialiste. Même si c'est un peu moins le cas depuis quelques années, les ONG humanitaires ont souvent une vision très utilitariste, très économiciste des migrations, qu'elles ont tendance à idéaliser quelque peu, mettant en avant les effets positifs supposés des migrations sur la production, la consommation, la croissance, les gains de PIB, mettant en avant également le rôle joué par les remittances, donc ces sommes d'argent que les personnes migrantes renvoient dans leur pays, le tout basé sur un argumentaire droit de l'homiste mettant en avant la liberté de circulation. Sauf que les migrations telles qu'elles se manifestent aujourd'hui sont tout sauf l'expression d'une liberté réelle, consciente et effective.
Selon des chiffres récents, l'Organisation internationale du travail estime à environ 169 millions le nombre de travailleurs migrants internationaux. Ça représente environ les 2 tiers des migrants internationaux dans le monde. Et ces 169 millions de travailleurs migrants internationaux sont quasiment 2 fois plus nombreux que les réfugiés, demandeurs d'asile et déplacés internes. C'est important d'apporter cette précision puisque ça montre bien que le moteur essentiel de la migration aujourd'hui dans le monde, ça reste le travail. Et qui dit travail dit rapports sociaux de production. Et qui dit rapports sociaux de production dit lutte des classes. Et il convient d'appréhender les migrations pour ce qu'elles sont, à savoir un sous-produit ou une manifestation de la lutte des classes qui s'exerce aujourd'hui à l'échelle mondiale et de manière prépondérante entre la bourgeoisie des pays du Nord et le prolétariat des pays du Sud. Prolétariat des pays du Sud qui tente d'échapper à la surexploitation, qui tente d'échapper à la sous-rémunération. Sous-rémunération qui n'est pas due à une supposée moindre productivité, mais qui est la conjonction de 2 paramètres. Le premier, c'est une main-d'œuvre rendue pléthorique par l'intégration, même partielle, des formes précapitalistes dans l'économie capitaliste. Et le deuxième facteur, ce sont les très fortes restrictions imposées aux travailleurs du Sud en matière de circulation. Et c'est bien la conjonction de ces 2 éléments qui aujourd'hui tire l'ensemble des salaires vers le bas dans les pays du Sud. Si bien que certaines personnes, et elles ont raison de le faire, parlent d'apartheid mondial, de bantoustan géant ou d'encampement mondial. Malgré tout, les migrations ne sont pas stoppées, au contraire, elles sont largement organisées, sciemment organisées par le système et strictement organisées. Les migrations sud-sud continuent, mais tout est fait pour empêcher les travailleurs des pays du Sud de rejoindre autant que possible le centre et de rester dans la périphérie, ce qui explique notamment la mise en place de zones franches industrielles, par exemple au Mexique ou dans les pays du Maghreb. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a des ONG qui, d'une certaine manière, participent à cet encampement des travailleurs des pays du Sud. Il y a quelques années, l'Union européenne avait créé un fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique qui se donnait pour objectif, je cite, de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité, des déplacements forcés et des migrations irrégulières et de contribuer à une meilleure gestion des migrations. Fonds fiduciaire qui était largement financé par l'argent de l'aide publique au développement, donc on était en plus sur un total dévoiement de l'aide publique au développement, ce que des ONG humanitaires à l'époque ont dénoncé, mais ce qui n'a pas empêché ces mêmes ONG humanitaires de recevoir des subventions de ce fonds fiduciaire de l'Union européenne pour l'Afrique. Je pense notamment à des ONG comme Action contre la faim ou Oxfam. Donc là encore, il y a un décalage entre certains discours et certaines réalités sur le terrain. J'ai donc parlé de la guerre, j'ai parlé de l'endiguement des populations du Sud, l'une n'empêchant pas forcément l'autre et réciproquement. Ce qui m'amène maintenant à parler du conflit israélo-palestinien. Et ça me semble important d'y consacrer quelques minutes parce que la Palestine tient une place extrêmement importante dans l'agenda humanitaire et dans l'imaginaire humanitaire. De nombreuses ONG sont présentes en Palestine depuis des décennies, certaines y sont présentes depuis les années 1950. Donc il y a un attachement, un engagement des ONG humanitaires auprès du peuple palestinien qui est à la fois sincère mais également très ancien. On peut néanmoins se demander si la manière dont les ONG humanitaires abordent le conflit israélo-palestinien est la bonne. Alors bien sûr, dans ce conflit israélo-palestinien, il y a une dimension territoriale assez évidente. Et dès sa création, l'État d'Israël présentait toutes les caractéristiques d'un État colonial, avec tout ce que ça implique jusqu'à aujourd'hui encore, à savoir destruction de maisons, des possessions, accaparement des ressources, confiscation de terres,
mais réduire l'État d'Israël à un simple, entre guillemets, État colonial pourrait paraître anachronique. Il y a aujourd'hui dans les agissements d'Israël en Palestine, il y a dans la relation entre Israël et la Palestine quelque chose qui relève bien de l'impérialisme au XXIe siècle, tel que John Smith l'a analysé, avec notamment une surexploitation de la main-d'œuvre palestinienne. Les millions de Palestiniens qui vivent en Palestine sont soit des réfugiés, soit des exilés, soit des citoyens de seconde zone, et donc vivent avec un statut extrêmement précaire. L'Organisation internationale du travail rapporte fréquemment que des dizaines de milliers de travailleurs palestiniens travaillent dans les territoires occupés de manière complètement irrégulière, sans papier, de manière complètement informelle. Et donc on est bien sur de la surexploitation de la force de travail palestinienne par Israël et par les multinationales présentes sur son sol. Et en fait, pour parler de la relation Israël-Palestine, on peut revenir à cette dialectique centre-périphérie. On est tout à fait sur un mode de relation entre un pays du centre et un pays de la périphérie. Et pour aller plus loin, on peut même dire qu'Israël est pleinement intégré dans le dispositif impérialiste occidental dans son ensemble dans la région et qu'Israël est la tête de pont de l'impérialisme occidental au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Donc face à tout ça, face à ce constat, la solution à deux États a du plomb dans l'aile, solution à deux États qu'une ONG comme Oxfam par exemple avait soutenue il y a encore quelques années. Mais quand on voit la réalité des faits, la solution à deux États, jusqu'à présent, elle a surtout encouragé le projet sioniste du fait de rapports de force complètement inégaux. Et soutenir la solution à deux États, dans l'état actuel des choses, ça revient finalement à faire le jeu de l'impérialisme. Il me semble important de considérer le conflit israélo-palestinien comme étant au cœur de la problématique impérialiste, comme étant au cœur de la lutte des classes, car cela permet de se projeter, cela permettrait d'envisager d'autres solutions, notamment la solution à un État, qui est sûrement le meilleur moyen de soutenir la cause palestinienne. J'y vois aussi un enjeu de résistance humanitaire, ce qui permettrait aux ONG humanitaires conventionnelles d'explorer d'autres modes opératoires, d'autres façons d'agir, moyennant néanmoins une remise en cause du principe de neutralité. Alors avant de conclure, je reviens rapidement à l'une des principales caractéristiques de l'impérialisme, à savoir la surexploitation des travailleurs des pays du Sud, avec notamment la sous-rémunération des travailleurs des industries manufacturières, sous-rémunération qui ensuite se généralise à l'ensemble de la sphère économique, y compris au domaine des biens et des services non échangeables, ce qui inclut les services d'assistance humanitaire. Il est possible d'affirmer aujourd'hui que les ONG humanitaires sous-rémunèrent et surexploitent leurs employés nationaux dans leur pays d'intervention, avec des écarts salariaux parfois très importants, des ratios allant de 1 à 4, voire de 1 à 9, si bien qu'il n'est pas exagéré de parler de l'existence d'un prolétariat humanitaire. Si les ONG humanitaires surexploitent leurs employés nationaux, elles le font bien sûr à leur corps défendant et elles parviennent bon an mal an à justifier de tels écarts salariaux avec un argumentaire extrêmement bien rodé, mettant l'accent sur la professionnalisation du secteur, sur l'expertise supposée apportée par le personnel expatrié, sur les risques de déstabilisation économique en cas de trop haut salaire pour les employés nationaux, en mettant l'accent sur les risques pour ces employés nationaux et également le risque pour eux de voir leur niveau de vie baisser après le départ des ONG. Et plus prosaïquement, elles mettent aussi en avant les limitations budgétaires.
Ce dont il est question ici, c'est bien une dualité de systèmes de rémunération au sein des ONG humanitaires. Un système de double rémunération qui n'a pas lieu d'être, qui commence à être remis en question par certaines ONG anglo-saxonnes, mais sur ces questions-là, malheureusement, les ONG françaises sont très en retard. Donc oui, il y a clairement un enjeu de réduction des inégalités salariales entre les personnels expatriés et les personnels nationaux au sein des ONG humanitaires, mais cet enjeu, cette réduction des inégalités salariale ne doit pas être une fin en soi, elle doit s'inscrire dans une revendication beaucoup plus large qui est celle d'un salaire minimum international auquel les ONG humanitaires peuvent prendre part de par leur statut d'employeur relativement important à l'échelle mondiale. Pour conclure, face à l'impérialisme, quelles sont les pistes de réflexion et d'action que les ONG humanitaires peuvent explorer? Je pense qu'il est important pour les ONG humanitaires de prendre conscience de l'origine impérialiste d'un très grand nombre de situations auxquelles elles tâchent de répondre. Il conviendrait pour elles de s'attaquer aux causes impérialistes de la pauvreté, ce qui revient à dénoncer le système mondialisé d'exploitation des travailleurs et des ressources naturelles. Les ONG humanitaires devraient assumer un rôle politique émancipateur en faisant le lien entre les luttes sociales dans les pays du Nord et les luttes anti-impérialistes dans les pays du Sud. Elles devraient également promouvoir ouvertement la paix à travers le monde et également soutenir partout où c'est pertinent les mouvements sociaux dans leur lutte contre le pouvoir antidémocratique des multinationales. Alors pour ce faire, les ONG humanitaires devront sûrement reconsidérer leur doctrine. Elles devront surtout commencer par ne plus déconnecter la morale de la politique, ce qu'elles font malheureusement un peu trop souvent. Et si elles y parviennent, peut-être pourra-t-on alors envisager une radicalisation de l'humanitaire qui, il me semble, est indispensable, souhaitable, mais pour autant souhaitable qu'elle soit, cette radicalisation de l'humanitaire, on le devine, revient en quelque sorte à poser la question de son dépassement, et c'est là tout l'enjeu des années à venir pour le secteur humanitaire.